Et t'as bronzé, Sylvain. Tu reviens de Ben, vacances. ouais, c'est ça, on arrive de vacances. On a fait plein de camping. C'était vraiment, vraiment le fun. Très T'as bonne reposant. mine, hein. Ouais, j'ai bonne mine. Mais toi aussi, t'as bonne mine. Tu sais que j'ai eu plein de contractions tous ces jours. Donc si tout d'un coup tu me vois partir au courant, c'est que OK, d'accord. on le fera en deux parties. Ouais, mais en plus, comme t'accouches à la maison, on pourrait faire ça live. Ça serait le fun que tu crèves les os pendant le chapitre 8. Tu crèves les os. Ah ouais, ben là, au moins c'était la bonne franquette entre nous. Tu pourrais te décrire comme un commentateur. Alors maintenant, on voit le dessus de la tête de l'enfant à naître. La Suisse aura bientôt un citoyen supplémentaire. Ça fait que ça s'en vient donc. Ouais, vivement. Yeah. Oui, c'est ça, vivement. J'essaie Ouais. de faire crever tes os. Ouais. Crever les os. Horrible comme expression. C'est Ouais, horrible. mais qu'est-ce que vous dites? Perdre les os. Perdre les os? Ben non, Oui. c'est mieux crever, c'est bien mieux. Là. C'est horrible. Ouais, au Québec, on est un peu sauvage comme ça. Oui, hein. c'est ça. On crève les os. Pascal peut pas amener une petite bassine, là? Oh, on n'est pas encore chez les Amish ici. On pourrait faire ça pendant la capsule. On coupera le son. Ah, j'ai besoin de retrouver mes fonctions vitales, Sylvain, j'en peux plus. Oui, je sais, j'imagine. J'ai jamais été enceinte, donc je peux pas en parler. À la fin, c'est voilà, tu te souviens plus comment c'est normalement. Mais écoute, t'es en train de perpétuer la race humaine, donc sois fier. Oui, oui, surtout qu'on est dépeuplé, hein. Enfin, quoi que maintenant, avec tous les vaccinés, hein. Ouais, c'est ben il y vrai aura de la que- place, là. Il y aura de la place. Bon, alors, tu me Ouais. dis quand je peux y aller. T'as ton petit coffee. J'ai tout ce qu'il faut. Bien. Bonjour les amis, salut Sylvain. Hey, comment ça va? Ça va bien. Ouais. On a fait les commères avant de commencer ce 8e chapitre. Et Comme Sylvain d'hab. m'a dit, tu verras Emma, il faut encore quelques mesures liberticides pour que ça continue de s'éveiller en masse et que les médias tombent, puis on est sorti d'affaires. C'est ça que tu m'as dit, non? Oui, puis je le pense très sincèrement. Je pense que si, on comprend maintenant de plus en plus que nos sociétés sont dysfonctionnelles et nos systèmes politiques et sociaux sont dysfonctionnels et qu'il faut un changement en profondeur. Et pour avoir un changement en profondeur, il faut que les gens se réveillent, la masse se réveille. Et comme on dit souvent, il ne faudrait pas laisser passer l'opportunité d'une jolie petite crise. Et là, ça serait vraiment dommage que cette crise-là ne serve pas à réveiller le dernier des moutons et que, enfin, finalement, tous soient capables d'envisager un réel changement. On enregistre cette capsule au mois d'août 2021 pour les personnes qui verront cette capsule en l'an 3000. Ouais. Oui, c'est ça. Souvenez-vous Oui. de ce qui s'est passé en 2020 et 2021. Je vous le dis, il y aura un changement. Comme tu es intemporel, Sylvain, et nos Oui. capsules aussi. Oui, Ça fait plus d'un an maintenant qu'on enregistre, tu te rends compte? Ça fait Oui, plus d'un je an. sais. Tout ce qui restera dans 400 ans de notre civilisation, ça sera Pink Floyd, toi et moi. Et donc, je rappelle à nos chers amis que on les aime très fort, qu'il s'est passé beaucoup de choses. Qu'entre-temps, je suis tombée enceinte sans le savoir, je croyais avoir la ménopause. Et que je suis sur le point d'accoucher et que j'ai des contractions. Alors, pas maintenant, mais j'en ai eu beaucoup. Et Sylvain se fiche de moi à chaque fois qu'on enregistre. Merci, Sylvain. Non, Pour- mais j'espère toujours l'enfantement en direct. Oui, voilà. Parce qu'il faut pas oublier, enfin, en tout cas, peut-être vous le savez pas tous, Sylvain, il est quand même réalisateur. Hein. Oui. Et on va parler de ça aujourd'hui, Sylvain. Enfin, on va Ouais. pas parler d'accouchement, hein, pas avec Ouais. toi. Non. Mais on va parler de réalisation et comment on met en scène les nouvelles pour vous faire, on va dire, appréhender la réalité d'une certaine façon. Ça va être génial. J'adore ce chapitre Ouais. sur ton livre, donc la déprogrammation, parce que Ouais. nous, on a commencé il y a un an avec ton livre Guerre et mensonge, cette Oui. trilogie Oui. de dingue. Et là, je resitue Déprogrammation qui est encore plus gros que Guerre et mensonge. On Oui. voit pas trop à l'écran la taille du pavé, mais Ouais. c'est vraiment un beau bébé, ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et Ah, j'en ai tu mis l'as des écrit en trucs. 2015. Oui. Oui, en 3 mois seulement en plus. 3 mois intenses, là. Écoute, nuit et jour, là. Je profitais d'une accalmie dans le travail et je m'y suis mis encore doublement. Puis c'était vraiment du 20 heures par jour là, pendant 3 mois. Mais j'étais comme presque en transe, là. J'étais Bah oui. juste là-dessus. Là.
Alors, ça s'entend, comme tu écris déjà, parce qu'on sent que tu es énervé. Bon, déjà, tu es très cynique, hein, pour nos amis, ils savent, hein. Oui. Ils savent, ils te connaissent maintenant, les gens. Hein. Oui. D'ailleurs, il faut voir ce que tu nous fais monter à Pascal, là, avec les Monty Python. Oui. C'est très réussi, d'ailleurs. et bref, en tout cas, on rigole bien dans ce livre, même si on sent quand même que tu as éteint la télévision à ce moment-là. Enfin, tu l'avais éteinte depuis quelque temps déjà. Ouais. Et c'est vrai que je pense que les gens vont beaucoup se reconnaître dans le chapitre 8. Donc, il s'appelle Propagande 201. Oui, c'est ça. Et tu nous parles de la télévision, du cinéma à partir des années 90. Ouais. Toujours du CFR, hein, le Comité Relations étrangères, ouais. monopole corporatif, rouage et type de fonctionnement, le rôle des ONG. En fait, tu vas nous parler de plein de choses. Et ça commence, ton chapitre 8, avec un monologue de Peter Finch. Oui. Dans les années 70. Du film Network en 77, je pense. Network est sorti. Puis il avait gagné d'ailleurs l'Oscar du meilleur film cette année-là, et avec raison, mais c'était au fond, ben évidemment, c'était les années 70, donc c'était une époque où on pouvait encore produire des films qui démolissaient un peu le narratif général. En les années 70 et 80, là, c'était encore comme ça. Donc, c'était une critique, mais acerbe, très, très, très acerbe de la télévision et du monde de la télévision et de la réalité de ce qu'est la télévision. Fait que le personnage de Peter Finch, tu sais, il reste que tu sais, le film, il ridiculise un peu le personnage de Peter Finch, qui est celui qui fait la critique la plus acerbe, mais il ne fait pas que le ridiculiser. Parce qu'il donne complètement son speech et on le laisse parler sur ce qu'il a à dire sur la télévision, bien qu'il en vienne fou là, complètement, puis qu'on a l'impression qu'il dérape et tout, mais il le dit et ça fait réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à la réalité de la télévision. Donc, en fait, c'est ça, sur le chapitre Propagande 201, ben pour expliquer le titre tout de suite, c'est qu'ici au Québec, on a le cégep, qui est un peu le passage de l'école entre le secondaire, puis le lycée, et l'université. Donc, on a 2 ans de ce qu'on appelle le cégep, qui est un tronc commun de diverses matières et tout ça. Et souvent, les cours se donnent sur 4 parties. 4 semestres. Et donc, c'est 101, 201, 301, 401. Et donc, Propagande 201, c'était le second trimestre pour moi. C'est en fait la période après la réunion de tous les médias confondus en conglomérat. Donc, ça a eu lieu pour rappeler aux gens. Il y a des trucs que je vais répéter, que j'ai dit dans les capsules ici, mais je vais les répéter de façon sommaire, mais c'est juste pour ceux qui verraient cette capsule-là, que ce soit la première capsule qu'ils voient, pour qu'ils puissent comprendre un peu le contexte aussi. Donc, ce qui est arrivé entre 1988 et 1991, grosso modo, mais ça a duré encore un peu, mais pendant ces 3 années-là, c'est qu'on s'est aperçu, suite à l'histoire de l'Iran-Contra aux États-Unis, qui avait démontré des problèmes graves au niveau du gouvernement, puis la collusion de la CIA et tout ça. Donc, on s'est aperçu que le gouvernement et surtout le gouvernement dans l'ombre avait perdu la main sur les médias. Donc, on a commencé à réunir, mais en achetant tous les médias indépendants, là, en les rachetant, puis en les réunissant dans 6 conglomérats seulement. Donc, ce qui fait qu'au lieu de 50 ou 70 propriétaires individuels de chaînes de télé, de journaux et tout ça, ben il y avait seulement 6 personnes qui se retrouvaient à la tête de ça, ce qui facilite grandement l'établissement d'une ligne unique et de la pensée unique à travers les médias. Donc, ça a été vraiment une période importante. Et ces 6 propriétaires-là de chaînes, ainsi que les personnalités
principales qui font partie des chaînes de télé, qui font partie des journaux, des éditeurs et tout ça, étaient tous membres du CFR, du Conseil aux relations étrangères, là où finalement part la propagande. Parce que ce qui est intéressant dans le Conseil aux relations étrangères, ben, on place toutes ces personnalités médiatiques-là dans les mêmes réunions avec des militaires, des hauts gradés militaires, des banquiers, des industriels, des têtes de multinationales, tout ça. Ce qui permet d'établir exactement des plans très précis entre la collusion des médias et du reste. On crée les histoires, finalement. Oui, puis il faut coordonner tout ça aussi, hein, bien sûr. C'est ça. Et le CFR permet de faire ça. Donc, ce qui est important aussi, peut-être dans les rappels, là, dans les derniers rappels aussi, c'est que, dans le fond, pour moi, ça reste que Orwell, parce qu'on nous parle d'Aldous Huxley, qui avait quand même une vision intéressante là, pour le monde futur et le fonctionnement du monde futur. Mais Orwell était un vrai visionnaire par rapport à ça, pour moi, parce que, ben, premièrement, il faisait de la propagande pour la BBC en 1948, quand il a écrit 1984, puis il y a le 48 inversé. Et donc, lui travaillait pour le service de nouvelles de la BBC après la guerre espagnole, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, lui, il comprenait très bien où s'en allait la télévision parce que la BBC en était assez balbutiement encore à l'époque. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a eu dans 1984, dans le fond, les images là, de Big Brother qui était présent dans les télévisions et partout et sur les écrans. C'est que la télévision prenait la place de la religion pour contrôler le peuple. Et dans le fond, la télévision est encore plus efficace que la religion parce que on peut te programmer n'importe quoi à travers n'importe quelle forme. Puis, parce que, tu sais, on parle beaucoup en ce moment, mettons, des bulletins de nouvelles. Les bulletins de nouvelles, les journaux. Donc, on pense que l'information, c'est la seule place qui nous permet de nous formater notre opinion puis de nous dicter nos choix et tout. Mais c'est faux. C'est à l'intérieur de tout à la télévision. Même les séries dramatiques permettent de te forger une opinion sur certaines choses, alors que c'est complètement faux. Donc, c'est pas réservé. Je peux donner un exemple pour ça. Là. Pour moi, l'exemple, en fait, entre autres, là, pour la publicité. OK? La publicité et les réseaux sociaux aussi maintenant. C'est l'exemple pour moi du Nutella. Je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais les réseaux sociaux nous ont fait valoir depuis 2 ou 3 ans que le Nutella était un produit qui était fait et qui tuait littéralement les orang-outans là, dans les forêts de Malaisie, je me souviens bien, parce qu'on démolissait les forêts pour faire des plantations de palmeraies, okay? Pour faire l'huile de palme, qui est un ingrédient de Nutella et qui fait que c'est tellement bon et onctueux. Donc, ça, j'ai fait des recherches là-dessus parce que je trouvais ça quand même assez direct là, comme attaque à Nutella, puis j'essayais pas de comprendre. Donc, la première chose que je me suis rendu compte, c'est que dans le fond, Nutella était ça venait d'une compagnie italienne, OK? Oui. Et qu'au moment où on a commencé à nous sortir les trucs sur les orang-outans et d'huile de palme, il y avait Costco, qui est une multinationale nord-américaine, qui sortait tout à coup son beurre de noisette sans huile de palme. Et donc, ça s'est fait en même temps. OK? C'est sorti vraiment, vraiment en même temps. Donc, déjà, on voit que les médias démolissaient une petite compagnie italienne, petite, quand même, il y avait le monopole du beurre de noisette, là, le Nutella, mais on démolissait une compagnie italienne par rapport à une compagnie américaine qui essayait d'aller chercher le marché là-dessus. Puis si on regarde aussi pour ce qui est de l'huile de palme, la réalité, c'est que le produit de Costco, qui est sans huile de palme, il est avec d'huile de canola puis des trucs comme ça, qui est des OGM. Donc, on parle de graines de Monsanto et tout ça là, qu'on met là-dedans, donc qui est d'autant beaucoup plus nocif que l'huile de palme là, au niveau santé.
Donc, et c'est encore là un produit nord-américain. C'est une huile nord-américaine là, qu'on foutait à l'intérieur de ça. Puis ce que j'ai su en cherchant encore plus, c'est que, entre autres, l'huile de canola, ben, le rendement, pour la plupart des huiles végétales d'ailleurs, le rendement là, de surface versus rendement de l'huile, ben, on parle genre de 5%. C'est un rendement, c'est un chiffre que je ne sais pas comment il est calculé, mais de 5 par rapport à la surface que ça prend pour en produire, alors que l'huile de palme a un rendement beaucoup supérieur qui était 15 pour le même air qui est traité. Donc, l'huile de palme est si on regarde, il y a réellement, évidemment, j'ai vu, il y a de la déforestation qui s'est faite en Malaisie puis à plusieurs endroits pour les plantations, c'est certain, mais ce n'est pas nécessairement juste sur les territoires des orang-outans. On a fait un lien parce que c'est certain qu'il y a des populations d'orang-outans qui se sont sans doute fait déplacer pour ça. Et donc, c'est ce qui a permis de faire une propagande à la base. Mais en réalité, c'est que l'huile de palme est meilleure pour la santé. On n'a pas tué les orang-outans pour ça, mais on a quand même gagné du terrain. Mais reste que le produit qu'on nous fait ingérer, que nous fait ingérer Costco, et il y en a un autre aussi, Lindell, je pense, ou Lind, qui est un autre produit sans huile de palme, ben lui, c'est avec de l'huile OGM, donc qui est probablement passablement toxique. Mais ce qu'on voit, donc, quand même, c'est la façon dont fonctionne, parce que là, c'était à travers les réseaux sociaux qu'on a fait la campagne, puis c'était vraiment comme une campagne de démolissage que tout le monde se partageait sans même s'en rendre compte par rapport à ça. Puis, évidemment, qui est contre la vertu de ne pas démolir les populations d'orang-outans? Mais la réalité de ça, c'est qu'on cherchait à aller chercher le marché. Une multinationale américaine voulait aller chercher le marché par rapport à une petite compagnie italienne. Donc, c'est comme, on voit comment ça fonctionne. Et si on regarde, au niveau de la propagande, encore là, dans les séries de fiction, ça, moi, j'ai eu des projets de fiction qui ont été présentés à la télévision et j'ai vu comment ça fonctionne, entre autres. Mais, il y a plein de séries. Je ne sais pas c'est comment en Suisse, mais ici au Québec, en tout cas, et aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup de séries qui vont nous vanter avec des policiers qui sont les héros. Okay? Les policiers qui sont toujours en train. Puis ça, il y en a une après l'autre. Là, c'est toujours comme ça. Et la même chose pour les hôpitaux, où les médecins sont des héros et ils sont toujours en train de se battre contre une administration pourrie. C'est toujours la même chose, là, et toujours à recommencer. Puis, évidemment, maintenant, on commence à comprendre la réalité de ce qu'est la mafia médicale. Et on comprend aussi la réalité de la police qui n'est pas toujours en faveur du peuple et qui n'est pas toujours en train d'arrêter des malfrats comme on nous le montre dans les séries. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on, dans le fond, on programme les gens à croire que les policiers et les médecins sont des héros, alors que c'est peut-être pas nécessairement le cas. T'sais. La réalité, c'est que la police va faire de la répression contre le peuple et les médecins vont prescrire des pilules, des pharmaceutiques à la tour de bras. Donc, D'ailleurs, t'en sais quelque chose maintenant, vu que tu es en pleine enquête pour la suite de la trilogie. Oui. Bon, je dis rien, mais on se réjouit quand même, Sylvain. Ben, l'huile de nos serpents, en fait, c'est que ça ne date pas d'hier, tout ça. Et ce n'est qu'une partie là, du 3e livre, là, mais qui va traiter, dans le fond, de toutes les fausses sciences, là, historiquement, comment on nous a servi des fausses sciences pour nous faire croire à n'importe quoi, n'importe quand. Donc, ça va toucher aussi le dérapage climatique. En fait, tu vois, le livre, là, parce que là, on est dans le 8e chapitre de la déprogrammation, mais finalement, la trilogie pourrait s'appeler Déprogrammation. Et puis, tu as effectivement la partie sur l'histoire avec Guerre et mensonges, les médias, la fabrique de l'information avec la déprogrammation dont on parle. Et puis, le 3e tome, où on est plus sur le côté de la science. Et alors là, le monde médical, moi, c'est vraiment ce qui me passionne. Donc, je sais que ça va être génial. Oui. Je cherche et je trouve des perles en ce moment. Des livres qui ont été écrits au début du siècle dernier, du 20e siècle, à la fin du 19e siècle, des trucs
Parce que souvent, on nous sert en ce moment, j'avais un exemple de ça là, sur la campagne de vaccination, comme quoi il y a eu des campagnes de vaccination qui ont éradiqué certaines maladies. Puis là, on nous sert ça comme si on oubliait le passé, donc ils peuvent dire n'importe quoi, mais quand tu vas voir sur les livres publiés à cette époque-là, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Donc, pas exactement d'ailleurs. Non, et toi, tu commences, tu commences ce chapitre en nous disant la télévision n'est pas la fenêtre ouverte sur le monde, parce que c'est vrai qu'on nous le présente quand même comme ça chez nous aussi. Oui. Tu nous dis c'est la fenêtre ouverte sur un monde inventé et filtré par les gouvernements. Absolument. Absolument. Bah oui. En fait, c'est que c'est fou quand tu y penses parce que l'actualité dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit n'est pas du tout comme on nous le décrit à la télévision. On peut avoir passé toute notre vie à croire que le monde et la civilisation et les gouvernements fonctionnent d'une telle façon parce qu'on nous l'a répété dans les médias depuis qu'on est tout jeune. Nous, on fait partie des générations qui sont nées avec la télévision. Là, la télévision était déjà là. Et donc, mais c'est faux. C'est faux. Faux, archi faux. La réalité... En fait, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que, en fait, tout le monde s'informe via... on parle de la télévision, mais maintenant, ça peut être appliqué aussi aux réseaux sociaux, puisque tout est infiltré partout. Oui. Hein. Ben, je vais finir avec ça tantôt, mais oui, je vais expliquer. Que les gens discutent entre eux, comme ça, on ingurgite sans avoir l'esprit critique. Écoute, juste pour te dire, là, des fois, les gens vont peut-être reconnaître ça, mais si le Québec veut vendre ses fraises, OK, qui coûtent plus cher que les fraises importées de Chine ou de Californie, ben ce qu'ils vont faire, là, c'est qu'ils vont nous dire que les fraises québécoises viennent de sortir, pouf, puis en même temps, il va sortir une nouvelle comme quoi les fraises de la Californie ou de la Chine, ou peu importe, on aurait découvert une bactérie E. coli dans les fraises de Californie et automatiquement, les gens vont acheter exactement ce qu'on veut qu'ils achètent. Et puis ça, tout le monde le reconnaît. On a vu ces nouvelles-là, là, et c'est comme ça que ça fonctionne. On se sert de la publicité, on se sert des informations, même pour dicter notre consommation. Alors, ça, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons, parce que maintenant, j'aimerais que tu nous parles de la forme, vu que toi, tu viens quand même de ce milieu-là. Oui. Tu es réalisateur, tu fais aussi de la post-production, tu sais comment on accède, on active les leviers. Ouais. Mais j'aimerais juste, tu sais, moi, Sylvain, des fois, j'aime bien lire des passages de ton livre, et il y a un paragraphe que j'adore, qui résume vraiment ça et qui va te mettre sur la piste de décollage. Ouais. Alors, tu nous écris « Les œuvres de fiction à la télévision vous feront vivre toutes les émotions qu'on veut bien selon l'humeur du jour. Oui. On peut vous faire rire ou pleurer ou vous faire peur. On vous manipule avec la plus grande aisance. Tout est une question de montage et de trame musicale. Oui. Le piano et le violon vont vous faire pleurer. Oui. Une note de clavier maintient le suspense et les cuivres violents vous feront sursauter. » On se souvient tous des films d'horreur comme Scream. Oui. Toujours les mêmes. Oui, c'est ça. La manipulation des émotions du téléspectateur est aussi simple que ça. C'est vrai que la musique, ça joue énormément. Hein. Oui, absolument. Puis, mais je pense que les gens comprennent ça de manière générale, que quand les violons partent, mais ça n'empêchera pas l'alarme de partir aussi, là, généralement, quand tu vois le passage. Donc, on peut, selon la situation, dans le fond, on peut manipuler les gens juste par la forme, OK? Par tout ce qui est les éléments de forme, là, on peut manipuler l'émotion vers ce qu'on veut. Parce que, puis je donne l'exemple même dans le livre du personnage je le donne, dans le personnage de Dexter et le personnage je me souviens plus de son nom, mais dans Seven, le meurtrier dans Seven. Oui. Dans le fond, c'est deux meurtriers en série qui font essentiellement le même job, c'est-à-dire tuer des gens à répétition, là, dans le cadre soit d'une série télé et d'un film dans l'autre. Mais par la façon dont on traite les personnages, simplement par cette façon-là, on les voit de manière complètement différente. Donc, Dexter, qui tue des gens à répétition à la lame de couteau,
est vu comme un vengeur bon et tout. Et l'autre est vu comme un démon complètement détraqué, là, qui est joué par Kevin Spacey, d'ailleurs, qui est possiblement détraqué dans la vraie vie, on ne savait pas, mais à l'époque. Mais c'est ça, donc, et ça, c'est simplement de la façon dont on les raconte, parce qu'ils font essentiellement la même chose, les deux. Donc, tu sais, on en a un on a l'identification au personnage de Dexter parce qu'on est dans sa tête par rapport à la narration. La musique est très ludique. C'est très, très ludique à l'intérieur de Dexter. Donc, il y a un côté très léger à ce qu'il fait. On allège ce qu'il fait. Puis évidemment, ben, lui, il choisit de tuer des bons gens. Mais si on regarde le tueur dans Seven, qui était joué par Kevin Spacey, les gens qui tuaient n'étaient pas totalement innocents non plus, là. Et donc, c'était pas un tueur en série. Ben, oui, c'était pas des gens qui méritaient nécessairement la mort, mais c'était pas des sur les péchés. Ils avaient chacun un péché, non? C'est ça, un péché capital. Oui, et ils étaient tous responsables d'un péché, d'un des 7 péchés capitaux. Donc, c'était très près, là, ce qu'ils faisaient l'un et l'autre. Mais là, lui, il n'y avait aucune identification par rapport à lui. Il demeurait un mystère. Et quand on le voit finalement, ben, il apparaît dans toute il est complètement détraqué, tout ça, parce qu'on avait une identification par rapport au personnage de Brad Pitt à l'intérieur de ce film-là, qui, lui, va subir les foudres de ce tueur-là par le personnage de sa blonde, de sa copine. Donc, c'est ça. On manipule les gens comme on veut, par la musique, par la narration, par la façon de raconter les histoires et tout ça. Je pense que ça, c'est un exemple pour moi qui était quand même assez probant, là, tu sais, pour ça. Alors, oui, parce que là, tu nous parles de la partie du divertissement, où tu nous dis effectivement que bon, bah, plus on est diverti, moins on a le temps de réfléchir. Et après, tu insistes beaucoup sur une nouvelle façon, parce que ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même intégré ça maintenant, que le divertissement, ça abrutit les masses. Mais ce que toi, tu nous apprends dans tous ces écrits, c'est que en fait, on utilise des faux bulletins de nouvelles pour faire passer des messages de propagande. Voilà. Ça, j'aime vraiment que tu nous expliques ça, parce que ça, c'est vraiment ta spécialité. En fait, tantôt, je parlais du rassemblement des médias en 6 conglomérats. Donc, ça s'est passé en 88-91, grosso modo. Et ça a très vite affecté les bulletins de nouvelles. Okay? Parce que qu'est-ce qui est arrivé en 91-92? Ça a été la guerre du premier George Bush contre l'Irak. Et donc, cette guerre-là, on l'a simplement provoquée par les médias. Okay? C'est-à-dire qu'on l'a justifié par les médias. Il y avait évidemment à l'époque, c'était les armes de destruction massive là, de Saddam Hussein là, qu'il fallait aller chercher. Mais l'opération, parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle un false flag, c'est-à-dire une opération sous faux drapeau qui déclenche, ben, ça a été fait complètement dans les médias, celle-là. OK? Puis on l'a vu à travers tous les bulletins de nouvelles, c'est qu'on avait au fond eu quelqu'un qui était infirmière au Koweït, une jeune infirmière dans les pouponnières au Koweït qui s'appelait Nayihara et qui était venue raconter en larmes devant le Congrès ce que les méchants soldats et officiers irakiens étaient venus faire dans les pouponnières où ils avaient sorti les bébés des incubateurs, avaient laissé les bébés sur le plancher froid de la pouponnière et s'étaient enfuis avec les incubateurs. C'était un vol d'incubateurs dans les pouponnières du Koweït. Donc, elle a fait ça devant le Congrès aux États-Unis et évidemment, c'est passé dans toutes les nouvelles et tout et tout. Et là, on avait commencé à justifier cette guerre-là, l'invasion de l'Irak, mais surtout, c'était de les sortir du Koweït là, à l'époque. Là. Mais c'était la première guerre irakienne contre Saddam Hussein. Ce qu'on a appris par la suite, c'est quand même assez rigolo, c'est que la jeune infirmière en question, ben, c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït en réalité, et elle n'avait pas mis les pieds au Koweït depuis de nombreuses années.
Et son nom était pas tout à fait le même. Là, je me souviens pas de son nom complet, mais c'était pas exactement celui qu'on avait donné le congrès. Et elle a jamais été infirmière du tout au Koweït, là, ni même ailleurs. Là, elle n'était pas infirmière du tout. Puis, elle avait été formée elle avait été coachée. Son speech avait été coaché, son jeu d'actrice avait été coaché devant le Congrès par une firme qui c'est Hill & Knowlton, qui est une grosse firme de communication aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un jeu d'actrice, mais on s'est fié là-dessus. Et sur les fioles de Colin Powell à l'époque. Donc, ça a été une opération qui a été montée. Et ce qui était encore vraiment intéressant là, au niveau des médias sur la première guerre irakienne, c'est qu'on a eu CNN qui est apparu à cette époque-là. CNN qui est apparu de nulle part après la réunion dans les conglomérats. Et CNN est apparu comme une vedette parce qu'il faisait du choc. Ben, CNN avait des journalistes qui étaient... c'est la première fois qu'on pouvait avoir des journalistes qui étaient au milieu des opérations. Là. On les embarquait dans les véhicules, les Humvee là, et tout ça, les véhicules militaires, et ils pouvaient suivre les opérations en temps réel, là, comme ça se passait. Puis évidemment, c'était de la propagande et de la bullshit, là, comme on nous sert d'habitude. Celui que j'ai trouvé le plus drôle, je pense, parce que, en plus, je l'avais vu live sur CNN. Tu veux nous parler de Charles Jacot? Oui! Oui! Écoute, il y en a peut-être qui ont, ceux qui ont souvenir là, du début de la guerre en Irak, là, il y avait les missiles Scud, parce que ce qu'on nous disait, c'est que l'Irak lançait des missiles Scud vers l'Arabie Saoudite à l'époque et Riyad, là où étaient les journalistes de CNN, tout ça. Et on avait un reportage de Charles Jacot et d'un autre qui était avec lui, mais qui racontait au fond là, la terreur que les missiles Scud faisaient. Mais en fait, ils n'étaient pas au début au calme dans leur hôtel, soi-disant à Riyad. Hein. Mais c'est ça, c'est qu'ils filmaient tout d'un balcon, théoriquement. Là, ils filmaient de leur balcon là-bas où ils étaient, et que de temps en temps, on entendait les alarmes siffler derrière. Puis là, ils mettaient leur chapeau militaire, leur casque militaire, tout ça. Ils étaient sous la menace, tout ça. Et là, ben, il y a des photos qui sont sorties, qu'on dit leakées, là, qui sont sorties, alors qu'ils étaient à New York. C'était filmé à New York, ces trucs-là, là. Et c'était dans des décors, là, et que tout était faux de A à Z dans ce qu'on nous racontait. Et pourtant, c'était les bulletins de nouvelles quotidiens là, dont on parle à CNN. Donc, CNN fabriquait ces nouvelles comme de la fiction. Et en fait, comme c'est tourné de façon, comme on dit, caméra sur l'épaule, en mode saccadé, ça fait tellement bruit de décoffrage, tu te dis, ben voilà, hein, c'est vrai que ça aussi. Hein. Ouais. C'est ça. Ben oui, parce que dans le fond, il y a des codes, entre autres, le documentaire, c'est très connu. Si tu peux tourner un documentaire avec des trépieds et tout ça, puis très bien léché, tout ça, et l'image va être plus belle, mais si tu veux faire vrai, tu mets la caméra sur l'épaule et là, tu la bouges comme ça, il y a des flous et tout ça, et parce que tu as l'impression de capter un moment où tu n'as pas eu le temps de faire de la mise en scène, mais quand tu mets c'est hors foyer là, et de la caméra épaule qui branle comme ça, quand tu la mets en scène, ben ça fait le même effet. Et donc, puis un exemple de ça, en fait, parce que là, j'ai parlé de la première guerre irakienne, mais la campagne médiatique qui a été faite lors du printemps arabe, à partir du printemps arabe en 2011 en Syrie, c'est l'exemple parfait de la collusion médiatique et de la fabrication des nouvelles comme de la fiction, mais de A à Z. Parce que, évidemment, comment ont commencé les printemps arabes, entre autres, ben, il y a eu des gens il y a eu des manifestations qui ont été faites en tout premier lieu. Des manifestations qu'on a vues dans un autre chapitre qui avait été organisé en 2008 à New York et à Washington, parce que les manifestants avaient été réunis là et on leur avait appris comment se servir des réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google et tout ça, pour
monté une manifestation et on les a retournés dans leur pays. Oui, c'était comme des séminaires de formation, hein, tu nous expliquais ça. Oui, c'était vraiment ça. Puis, je veux dire, ça, c'est factuel. Hein. Je veux dire, maintenant, on le sait, le New York Times en a parlé en plus. Donc, c'est extrêmement factuel, c'est connu et tout ça. Puis, on avait retourné ces manifestants-là formés avec leur iPhone et leur Facebook et tout ça. Puis, ils ont monté des manifestations en 2011. C'est là qu'on a lancé, dans le fond, le Go pour les printemps arabes dans tous les pays, ou dans 9 ou 11 pays là, où il y en a eu. Mais celui en Syrie, donc, on pouvait voir les manifestations. Et qu'est-ce qu'il y avait? On tirait des manifestants dans la foule de toit. Puis on a blâmé évidemment la police de Bachar al-Assad pour ça, alors que c'était des snipers qui étaient évidemment là et qui venaient probablement de la CIA, en tout cas, sinon des agences secrètes, des services secrets français qui étaient là-bas. Bon, tous les services, les agences d'intelligence des pays occidentaux étaient susceptibles d'avoir leur tireurs sur les toits à cette époque-là pour fabriquer la nouvelle et faire semblant que Bachar al-Assad tirait maintenant au hasard sur son peuple, parce qu'on a voulu monter cette nouvelle-là parce que Bachar al-Assad était la cible à abattre. Donc, c'était celui qu'on voulait sortir du pouvoir. Pourquoi? Ça, il y a plein de raisons. Je pense que tu en parles dans Guerre et mensonges, il y a des chapitres consacrés d'ailleurs à ça. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de rentrer dans toutes les raisons, mais il y avait plein de raisons pourquoi on voulait sortir Bachar el-Assad. Mais strictement au niveau médiatique, on peut voir, on peut regarder là, des trucs qui ont été faits. On parlait de caméras en mouvement tantôt et tout ça. Je pense qu'un truc qu'on a vu dans les bulletins de nouvelles là, ici en Occident, il y avait une scène absolument déchirante d'un petit garçon de 9 ans qui essayait de sauver sa sœur de 5 ans. Ouais, c'est ça. De tireurs. En fait, les deux étaient pris entre des terroristes et l'armée de Bachar al-Assad, tout ça, l'armée syrienne. Et il était pris dans leur tir entre les deux. Et là, c'était les balles qui sifflaient, puis ils étaient terrés, ils étaient terrorisés, les deux, et tout, et tout. Et ça, on a pu voir ça, nouvelle à l'époque, en 2011. Ben, la réalité de ça, c'est une équipe norvégienne qui a tourné ce clip-là. Et ça a été tourné sur l'île de Malte. Ça n'a absolument rien à voir avec la Syrie. Et ça a été scripté de A à Z, là, toute la séquence. Et en plus, tu nous dis dans ton livre qu'ils avaient un budget de 50 000 $ pour cette scène. Oui, absolument. Donc, il y a eu l'argent du Conseil des arts de Norvège. Donc, Norvège qui fait partie de l'OTAN, en tout cas, sinon des pays méchants, atlantiques là, et occidentaux qui sont aux prises avec nos banques centrales. Donc, c'était le gouvernement norvégien qui a financé ce clip-là, qui a passé partout dans les nouvelles et qui était conçu pour, encore une fois, blâmer le gouvernement de Bachar el-Assad pour ce qui se passait. Donc, on parle d'une nouvelle absolument créée de A à Z. Tu dois te souvenir aussi d'avoir vu les premiers clips des décapitations d'ISIS. Ah là là! On est obligé d'y repenser quand on lit ton livre parce que tu nous mets des images à l'appui, tu vas nous en parler. Et c'est vrai que du coup, on se dit, mais en fait, il y a une espèce de période où on voyait ces images-là et maintenant plus. Et ça, c'était comme des modes, puis après, hop, on nous passe sur un autre truc. On passe à autre chose. Et toi, tu nous parles de ces scènes tournées en studio. Tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, pour comprendre le contexte, c'est que ISIS, au début, là, ce qu'ils ont fait, c'est que finalement, ils avaient été chercher toutes les régions pétrolifères d'Irak et de Syrie. OK? Et évidemment, ils faisaient le bon travail pour nos compagnies occidentales pétrolières. C'était parfait. Mais à un moment donné, on cherchait une façon détournée d'entrer des troupes et de garder celles qui étaient en Irak, mais d'entrer des troupes sur le sol syrien parce que en réalité, les États-Unis n'avaient rien à voir avec cette guerre-là, ni la France, ni l'Angleterre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu blâmer ISIS, qui étaient leurs terroristes, les terroristes envoyés là par l'OTAN. On a voulu les blâmer, dans le fond,
et les démoniser pour justifier l'envoi de troupes sur le territoire syrien. Donc, comment on a fait ça? C'est qu'au début, on a vu des décapitations. Dans le fond, leurs prisonniers étaient à peu près tous vêtus dans des combinaisons oranges. Puis là, il y avait leur espèce de bourreau là, qui était toujours masqué en noir, là, puis qui avait toujours un grand cimetière. Là. C'était vraiment l'horreur la plus totale. Et là, il lâchait des paroles en arabe, là, comme quoi ce sont des méchants exploitants et tout ça. Puis, c'était toujours soit des travailleurs américains. Bon, il y avait l'histoire de James Foley, qui était un journaliste américain. Il y avait... écoute, la principale, il y avait celui, le vidéo avec les 2 ingénieurs japonais. Oui, avec les ombres. Hein. Oui, écoute, ça, pour moi, ça a été la révélation. Parce que là, tu as raison, je suis réalisateur, donc je comprends très, très bien les éclairages, OK? Je sais comment fonctionne une scène, je sais comment fonctionne un fond vert. D'ailleurs, on a un beau fond vert ici en ce moment. Mais comment fonctionne le tournage d'images de fond vert pour permettre d'incruster des différents backgrounds, là, des arrière-plans qui n'ont rien à voir. Et donc, j'ai trouvé l'image, dans le fond, d'une vidéo de pré-décapitation qu'on pourrait appeler, là, de 2 ingénieurs japonais qui sont agenouillés dans le désert avec leur bourreau qui est là, avec le cimetière habituel, là, tu sens, toujours probablement en plastique, là, d'après moi. Mais bon. Et donc, on peut voir sur la photo très bien l'ombre des mentons. OK? L'ombre du menton. Donc, celui qui est à gauche, son ombre va vers l'intérieur. Et celui qui est à droite, son ombre va aussi vers l'intérieur. Donc, c'est impossible que ça ait été tourné à l'extérieur, cette scène-là, avec le soleil, qui est une source unique d'éclairage. Parce que si tu as une source unique d'éclairage, donc le soleil, l'ombre va être projetée du même côté, OK? Et non pas vers l'intérieur, les deux. Ça veut dire qu'il y avait 2 lumières, 2 lampes là, qui éclairaient de chaque côté les 2 prisonniers. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que ça n'a pas été tourné à l'extérieur parce que tu ne peux pas contrebalancer le soleil avec un spot. Donc, ce que ça a été fait, c'est qu'il a fallu que ça soit tourné à l'intérieur avec 2 spots d'égale intensité. Comme ça, les 2 ombres vont vers l'intérieur, les 2. Et après ça, ça veut dire qu'ils ont été tournés sur un fond vert parce qu'on a incrusté l'image du désert en arrière-plan. Et donc, on voit là qu'on nous présentait dans des bulletins, parce que si celle-là était faite comme ça, toutes les autres similaires ont toutes été faites évidemment de la même façon. Il n'y a aucune raison de croire qu'aucune d'elles était vraie. Donc, on peut en déduire. Puis d'ailleurs, il y a une image de studio qui a été leakée par quelqu'un qui avait été témoin. Oui, elles sont dans ton livre d'ailleurs, ces images. Oui, je l'ai mis parce que c'est tellement flagrant. C'est quelqu'un qui avait pris une photo avec son téléphone dans un studio où on a tourné sur fond vert une fausse exécution d'ISIS, tout ça. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs professionnels, puis tu n'as même pas besoin d'être professionnel pour te rendre compte que il y avait des déplacements de caméra qui sont impossibles là, sur un sol inégal dans le désert. Là. Il y a ou sinon avec un attirail complètement fou, là, mais il y a des déplacements, des mouvements de caméra qui sont d'une stabilité, ma chère, mais tellement parfaite. Oui, effectivement, c'est très compliqué, on le sait, hein, pour de notre côté, essayer de stabiliser avec tout ce qu'on peut sur les terrains, sur du carrelage bien lisse. Oui, c'est ça. Et ISIS étant un groupe de califistes, normalement, qui sont terroristes, on ne sont pas supposés d'avoir cet attirail-là là, de Stanley Kubrick là, pour faire la vidéo. Donc, on parle effectivement de vidéos qui ont probablement tous été tournées dans des studios. Donc, on a créé l'image d'ISIS de la même façon qu'on crée le reste des bulletins de nouvelles, c'est-à-dire dans des studios, avec de l'équipement professionnel. Et donc, on nous a présenté ça dans les bulletins de nouvelles comme si c'était la réalité. Ça n'avait rien à voir avec la réalité. Tout ce qu'on voulait, c'est trouver une raison pour envoyer des troupes sur le sol syrien à cette époque-là. Et la Syrie, de toute façon, là, la Syrie est un amalgame incroyable de désinformation par les médias mainstream. Tout au complet là, était faux. J'ai parlé, la déprogrammation, là, ce pourquoi je l'ai écrit et ce pourquoi j'ai mis un petit A commercial à l'intérieur du mot déprogrammation, c'est que pour moi,
Internet, à cause qu'il n'y avait aucune censure à l'époque, ça nous permettait justement de voir à travers la réalité des mainstreams. Ça nous permettait de nous déprogrammer parce que tout n'est pas vrai sur Internet, mais la réalité n'était que sur Internet. Et c'est encore le cas aujourd'hui parce qu'elle n'est pas dans les médias mainstream. Donc, ça nous permettait, si on faisait de la recherche, de trouver des trucs absolument incroyables. Et sur la guerre de Syrie, c'était un après l'autre. Je veux dire, combien de fois on a accusé Bachar al-Assad de bombarder avec des armes chimiques son peuple, et à chaque fois, ça justifiait une quelconque opération militaire qui était faite contre l'armée syrienne là, et tout ça. Mais on pouvait trouver à l'époque, même sur YouTube, on trouvait des vidéos où des images qu'on avait vues dans les bulletins de nouvelles, okay, des images qu'on voyait là, dans des hôpitaux où les gens avaient été exposés au gaz sarin là, du méchant Bachar al-Assad et tout et tout. Et les caméras avaient tourné plus longtemps que ce qu'on nous montrait dans les bulletins d'information. Et on pouvait voir, moi, je veux dire, quand j'ai découvert ça, j'étais comme ça parce que les gens se levaient une fois qu'on leur avait dit « Cut! » Et les gens se levaient, et là, ceux qui étaient morts faisaient des signes comme ça à la caméra, puis, et là, ça rigolait, puis tout le monde se détendait. Et c'était vraiment les images, je veux dire, c'était une mise en scène de A à Z, là, au complet. Pour moi, là, ça a été tellement révélateur là, pour comprendre comment fonctionnaient en réalité les bulletins d'information puis les nouvelles. Donc, à partir de là, mais tout ça, aujourd'hui, presque tout a été censuré de YouTube. Parce que maintenant, oui, c'est ça, parce que maintenant que les mainstream, les médias mainstream sont vraiment, sinon mourants, au moins souffrants, donc, les gens les consultent de moins en moins. Bien, à ce moment-là, c'est devenu absolument nécessaire de prendre le contrôle des ondes d'Internet et de censurer. Sinon, les gens vont tous se réveiller parce que tout le monde est en quête en ce moment de la réalité. Oui, et propager aussi tout et n'importe quoi sur les réseaux. Tu vois, parce qu'on parle de la télévision au départ, hein, c'est vrai, historiquement, mais maintenant, ça se gangrène partout. Pour vérifier les informations, c'est très compliqué. Tu vois, j'ai juste fait une recherche sur Internet pour voir combien de temps on passerait devant les écrans. Donc, c'est pas uniquement la télévision. Hein. Ouais. Mais tu vois, un des derniers sondages, ça date de l'année passée, de Vision Directe. Ils ont fait un sondage pour savoir maintenant, en 2020-2021, combien l'adulte moyen passerait d'années de sa vie devant les écrans. Donc, on considère le temps à jouer à des trucs débiles pour aligner des cœurs et des bonbons, les réseaux sociaux, la télévision, enfin bref. Tu accroche-toi bien, hein, Sylvain, et les amis aussi, hein, chez vous. Mais je m'en doute. Eh bien, on passerait 34 ans de notre vie. 34 ans. L'espérance de vie, elle est de 84. T'imagines? Oui, 34. Presque la moitié de sa vie. En tout cas, ici, hein, je ne sais pas chez vous. 34 ans de sa vie devant les écrans. Et probablement pas loin de 25 à 30 ans de sommeil. Donc, en fait. Où est la corde, Sylvain? Oui, c'est ça. mais reste que c'est ça, là. Mais par contre, pour la télévision, si on regarde justement les sondages qui sont faits par rapport à... J'ai vu des chiffres, je pense qu'ils étaient dans le livre Guerre et mensonges, je me souviens plus. Mais j'avais vu pour des la chiffres... télévision? Oui, pour la télévision. C'était 7 ans et 8 mois, à peu près. Ouais. En tout cas, sur les sondages que j'ai vus pour la télévision, mais c'était des sondages qui n'étaient pas tout récents. Mais effectivement, comme tu le dis, la télévision, bon, ben voilà, maintenant, ça fait des lustres que c'est en train de chuter. Et c'est pris justement sur une autre forme, sur d'autres canaux, et qui s'est très bien fait. Et tu vois, tu nous parles des communiqués de presse vidéo VNR dans ce chapitre 8. De nouveau, on change la forme alors. Oui, ben les VNR, c'est les Video News Release, dans le fond. Et ce qu'on fait, c'est que certains organismes, probablement que les scénarios sortent à peu près tous du CFR, là, de ces trucs-là, mais c'est qu'au fond,
c'est qu'il y a des compagnies de communication qui produisent des bulletins, des reportages, au fond, qui sont exactement comme des bulletins de nouvelles, mais en réalité, c'est de la fausse information complètement. C'est de la propagande qui est créée à l'intérieur de ça, mais on les vend après ça, on les distribue à travers tous les médias là, qui vont les passer pareil comme un reportage qu'ils ont produit. Là. Et donc, ça n'a pas été condamné par les tribunaux, ça? Oui, je pense que oui, ça a été condamné parce qu'en plus, il y avait le gouvernement sous George Bush à l'époque, le gouvernement américain, et Bill Clinton, je pense, avait commencé ça, et avait commencé à produire leur propre VNR, là, c'est-à-dire leur faux reportages. Là. Ben oui, c'est ça. Le gouvernement qui envoie ses faux reportages sur les chaînes et on les passait comme des nouvelles. Donc, ça aussi, oui, c'est un élément. Puis, tu sais, un autre élément, là, je veux dire, je disais tantôt, là, dans les médias, là, c'est dans les fictions, dans les pubs, dans les bulletins de nouvelles, partout, on va vous mentir, tu sais, pour vous faire croire à une réalité qui est autre. Mais un autre outil qui a été vraiment important, c'est les ONG. OK? Oui. Ça, puis j'en parle dans ce chapitre-là en plus, c'est que dans le fond, les ONG, c'est les organismes non gouvernementaux, entre parenthèses, mais alors qu'ils sont à peu près toujours financés par des gouvernements ou des entités qui sont attachées au gouvernement. Il y a une aile de la CIA, qui est le National Endowment for Democracy, je pense, qui finance plein d'ONG. Donc, la CIA finance les ONG. Et oui, évidemment, on en a parlé précédemment de ça. Oui, oui. Puis aujourd'hui, parmi les ONG principales, ben, on a celle de George Soros, là, qui est pour la démocratie et la liberté démocratique et tout, un peu partout. Et donc, George Soros, qui est en réalité le porte-parole des banquiers, là, tout simplement, le banquier qui est placé de l'avant, qui est mis de l'avant. Donc, les ONG comme Amnesty International, comme Greenpeace, là, la paix verte et tout ça, et les Human Rights Watch, c'est les Human Rights Watch, c'est dur à dire. Hein? Oui, tu dis qu'il y a eu des membres de ceux-là qui étaient des membres du CFR. Oui, des membres du Human... C'est la préservation, la surveillance pour les droits humains, là, ou quelque chose comme ça. Oui, français, je ne sais pas c'est quoi. Mais oui, il y a des membres dirigeants d'eux qui ont été directement membres du CFR, mais en plus, alors qu'on veut préserver les droits humains ou superviser les droits humains, ils ont été financés à un moment donné par l'Arabie Saoudite, qui, en termes de droits humains, n'est pas exactement le meilleur exemple, puisqu'on décapite tout le monde pour diverses raisons, dont l'homosexualité et la dissidence politique. Donc, et l'adultère aussi, si je me souviens bien. Donc, c'est un pays où les lois ne faisaient aucun sens et ne font encore aucun sens, bien que je pense que ça ait changé un petit peu. Mais on voit là, en réalité, donc, ce à quoi servent les ONG, parce que même si tu as un petit doute sur les bulletins de nouvelles et tu y crois pas trop, donc tu n'aimes pas mieux, pas trop écouter, on a tendance à croire ce que nous dit Amnesty International et Greenpeace, alors que pourtant, un des membres fondateurs de Greenpeace, Patrick Moore, lui a complètement démoli Greenpeace en tant qu'organisme et il a dit on ne faisait que de la propagande sur le réchauffement climatique et lui, je veux dire, il est sorti de là, il était complètement outré et aujourd'hui, il est déchaîné contre Greenpeace et n'arrête pas de dire... Et encore en vie, étonnamment. Oui, il est encore en vie parce que comme la plupart des lanceurs d'alerte, ce qu'il a choisi de faire, c'est de parler en public le plus possible, ce qui fait que, premièrement, son message est déjà passé, donc ça ne donne rien de le démolir. Et en plus, ça deviendrait suspect de l'éliminer. Donc, c'est pour ça qu'il est encore en vie. Donc, c'est pour ça que pour les lanceurs d'alerte, ce qui est le pire, c'est de garder un secret et de dire qu'on a un secret en plus. ça, c'est la pire chose. C'est pas la meilleure méthode, les amis, si vous avez des choses à dire. Oui. Un jour, je vais dire ça. Oups, quick! et donc, voilà ce qui est le plus dangereux. Donc, la réalité de ces organismes-là, c'est qu'ils travaillent main dans la main avec le reste de la propagande.
et ils nous font croire, mais sous une autre forme et sous une fausse vertu de protection du droit humain ou des animaux ou de la planète ou peu importe. Ils vont nous faire croire à encore un paquet de choses qui sont fausses et qui sont financées par les mêmes personnes qui financent les bulletins de nouvelles et qui... C'est toujours la même chose. Mais évidemment, c'est important de comprendre ça parce que pour eux, tout l'élément de la propagande, tout l'élément de la fausse réalité doit être homogène. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et si on avait des réelles ONG avec un certain pouvoir dont parleraient les médias, parce qu'évidemment, ces ONG-là, les médias en parlent. Donc, il faut comprendre que si les médias choisissent de parler de quelque chose, c'est parce que leurs discours font notre affaire. Effectivement, tu nous parles même d'officiers de l'armée américaine qui seraient intégrés à CNN. Oui, ben oui. Ben oui, en fait, il y a des bulletins là-dessus qui sont des articles qui sont sortis là-dessus, mais sur le fait que il y a des éléments, il y a des membres de l'armée américaine, en fait, c'est les membres des sections PSYOP, des opérations psychologiques, mais beaucoup de la CIA aussi, dont c'est une spécialité, là, le PSYOP est une spécialité de la CIA. Donc, il y a des membres de la CIA et de l'armée américaine qui sont répandus dans à peu près toutes les salles de nouvelles, dans à peu près les salles de rédaction, des imprimés et tout ça. Donc, eux sont là justement pour propager ce qui sort du CFR. Parce qu'on sait toujours, par notre grand Kevin Shipp, que le CFR commande la CIA. Donc, le lien est tout à fait là, c'est clair, net et précis. Donc, les bulletins de nouvelles sont dictés par des membres de la CIA et des membres de l'armée américaine aux médias. Et le métier de journaliste comme tel n'existe pratiquement pas en réalité. En tout cas, la conception qu'on a du métier de journaliste n'existe presque pas. Parce que la plupart sont complètement corrompus dans un système qui l'est tout autant. Et c'est la même chose pour nos belles ONG dont on pense qu'elles défendent nos droits ou celles de nos animaux. Ben non. D'ailleurs, tu mets dans ce chapitre, pour finir, tu mets quelques revenus annuels de certains journalistes connus de votre côté. C'est pas des bénévoles, les gars. Hein? Eh boy. Ben en fait, je parlais en fait du métier du lecteur de nouvelles comme tel. Tu sais, celui qui n'est pas prétendu journaliste, mais celui qui lit les nouvelles, qui lit les téléprompteurs, et donc qui travaille 1 heure par jour. En réalité, là, c'est tout. Parce qu'il lit les nouvelles, donc il ne les écrit même pas. Ils vont peut-être travailler 2 heures, c'est-à-dire qu'ils vont lire avant ce qu'ils vont avoir à lire en direct éventuellement, peut-être une première fois. Mais le maquillage, ça prend du temps avant aussi. Oui, c'est ça. Il y a cette période-là. Mais ces gens-là sont choisis pour... Ils doivent inspirer la confiance parce qu'ils vont devenir des meubles pour des dizaines d'années à partir du moment où on les a choisis. Ils deviennent un meuble dans le salon parce qu'ils sont à la télévision, donc sont carrément dans le salon, dans la cuisine, sur tous les écrans de télévision. Et donc, cette confiance-là, c'est la première chose qu'on recherche. Quelqu'un qui va nous inspirer la confiance et on les paye des millions et des millions de dollars là, pour ça. T'sais. Si on regarde justement ceux qui ont été les meubles pendant les années 70, 80, 90 aux États-Unis, les Ted Koppel, les Dan Rather de CBS de ce monde, Peter Jennings aussi, là, qui est encore mieux que les autres, là, qui est encore plus crédible, ben ces gens-là étaient payés entre 5 et 20 millions pour leurs 2 heures de travail quotidienne. Là. Alors, toi, tu nous dis, bon, nous, on ne les connaît pas forcément de notre côté, mais là, je vois quand même 70 millions. Ça, Dan Rather, Tom Brokaw. Ah, Tom Brokaw aussi, ouais. NBC. Ouais. C'est pas mal, hein? C'est les revenus, ça va, c'est pas trop la crise, là. Non, ça va assez bien. Mais c'est là qu'on voit à quel point ces lecteurs-là sont importants. Et donc, c'est important pour la propagande parce que c'est eux qui rendent les choses crédibles et c'est eux qui vont faire que les gens à la maison vont faire « Oh mon Dieu, as-tu vu ça?
Oui. Et parce que Pierre Brudeau, ici au Québec, est un meuble depuis des années à TVA. Puis, donc, je l'ai imité un peu, mais un peu maladroitement. Mais reste qu'il est un meuble depuis à peu près 30 ans ici au Québec et il est absolument crédible pour les gens qui écoutent encore TVA, les peu qui écoutent encore TVA. Mais donc, ce type-là nous ment depuis des années. Et il nous raconte, est-ce qu'il le sait ou pas? Est-ce qu'il est une autruche et il décide simplement de lire les nouvelles et de ne pas essayer de comprendre plus loin? Je ne sais pas, je ne peux pas le jurer. Chose certaine, s'il n'a pas compris après 30 ans ce qu'il fait, et il doit être vraiment con. Parce que... Oui, mais tu sais, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux, Sylvain. Oui. D'avoir une bonne équipe de débiles, bien payés, eux aussi nouvelles. Divertis et si possible, avec quelques petits faits croustillants qu'ils n'ont peut-être pas envie qu'on dévoile. Ouais. Et le tour est joué. Et non, voilà. Tu sais, c'est tellement facile. Ouais. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce chapitre 8, Sylvain. Tu nous as fait un beau résumé. Merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. Ouais, non, mais ce chapitre, il est génial. En plus, il y a plein d'images croustillantes de tes studios dont tu nous parlais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'exemples, en fait. D'exemples très concrets de ce qui a été fait. Évidemment, les amis, vous pouvez retrouver les liens pour trouver le livre de Sylvain, cette partie-là de la trilogie dans le descriptif de cette vidéo. Ouais. La barre d'infos, comme on dit. Et on va se retrouver la prochaine fois pour le chapitre 9. Alors, le menu, c'est celui-ci. Le néoterrorisme, chapitre 9. Parce qu'il y a quand même 17, de nouveau, je crois à peu près 17 chapitres dans la déprogrammation. Ouais. Tu vas nous parler des Moudjahidines de la CIA en Afghanistan. En plus, ça tombe bien parce qu'on pourra parler un peu de ce qui se passe maintenant. Hein. Oui, parce qu'ils nous reviennent d'en face en ce moment, les Moudjahidines de l'époque. Oui. C'est le retour. C'est la saison 2. Oui, les années 90, la chute du rideau de fer, fin de l'équilibre mondial, première guerre de l'Irak. Ouais. Al-Qaïda et Kosovo. Bon, ben voilà, c'est gratiné comme d'habitude. Oui, c'est ça. On va avoir du fun. Puis on pourra parler un petit peu de Moudjahidine 201 pour les nouveaux talibans. Oui, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce que là aussi, on a forcément pensé à toi dès que c'est revenu sur tous les plateaux, etc. Donc, on pense toujours à Sylvain. On se dit, mais puis moi aussi, il y a plein de gens qui me alors qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense, Sylvain? Oui, je vais lui demander entre deux contractions. oui, puis là, en ce moment, c'est les contractions, mais la prochaine fois qu'on se voit, ça risque d'être autre chose, là. Avec Baby Conspi? Oui, c'est ça. Baby Conspi Cruzy. En tout cas, Sylvain, je te remercie beaucoup pour ta bonne humeur. On adore, comme d'habitude. Oui, ben, ça m'a fait plaisir, amis, comme d'habitude. Allez voir les liens pour retrouver tous les chapitres d'avant si vous ne les avez pas encore vus. Et puis, Guerre et mensonge, parce que c'est en fait tout se complète. C'est extraordinaire. Merci Sylvain. Et puis, partagez, comme d'habitude, en masse. Oui. Allez, ciao.